Le youtubeur américain Weston Champlain a décidé d'acheter l'une des plus puissantes voitures muscle américaines, une Ford Mustang GT Premium modèle 2017 appartenant à la 6e génération. Cette voiture avait subi un grave accident à l'avant et nous allons découvrir avec lui les défis qu'il rencontrera tout au long de cette folle aventure de réparation. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et allons découvrir ensemble le monde des Américains passionnés de mécanique. L'histoire de la Ford Mustang est immense depuis ses débuts. En réalité, la 6e génération, celle que nous avons ici, a été produite de 2015 à 2023. Elle se distingue notamment par son système de suspension arrière indépendante, garantissant une stabilité et des performances nettement améliorées. Ce qui rend particulièrement unique la Mustang qu'il va restaurer, c'est sans aucun doute son moteur impressionnant, un V8 de 5,0 litres développant 435 chevaux pour un couple de 542 Nm. La plupart des accidents impliquant ce modèle sont dus à une perte de contrôle, car la Mustang se conduit d'une manière très différente de n'importe quelle autre voiture de sport. Le moindre mouvement brusque peut facilement faire perdre le contrôle. Le choc sur cette voiture a principalement touché le côté avant gauche, endommageant le capot, l'aile, le pare-choc et certaines pièces de la suspension avant. Il a donc chargé sur une remorque pour l'emmener dans l'état du Kansas, où il allait évaluer tous les dégâts et commencer la réparation. Après inspection, il a constaté que toutes les pièces extérieures devaient être remplacées, mais que le châssis principal n'était pas gravement endommagé, ce qui signifiait qu'il pourrait probablement être réparé sans problème. Le bras de suspension avant était complètement cassé, et celui de l'arrière était également plié, des éléments essentiels du système de suspension. La roue avant avait reculé d'environ 6 à 8 pouces à cause de l'impact, rendant l'ouverture du capot très difficile. En observant de plus près, il a remarqué la présence d'un Cold Air Intake de la marque Roush. Il a donc utilisé un outil spécial pour ouvrir le capot, et il a pu constater que l'état du moteur semblait encore bon. La barre de support du radiateur avant était pliée vers l'arrière, le radiateur lui-même était endommagé et ne contenait plus de liquide de refroidissement. Il s'est finalement assuré que le châssis principal n'était pas significativement tordu, ce qui est une excellente nouvelle pour la suite des réparations. Cela signifie qu'il n'aura pas besoin de retirer le moteur pour réparer le châssis. Le condenseur d'air devait également être replacé, et le phare avait ses supports cassés, ce qui l'empêchait de bien tenir en place. Un phare neuf coûtait entre 700 et 800 $. L'aile droite, en revanche, était en excellent état, avec seulement quelques éclats de peinture causés par le capot, des détails mineurs qui seront corrigés à la fin. À part cela, le reste de la voiture était intact, les dommages étaient limités à la partie avant. À l'arrière, les feux avaient des caches noires et la voiture était équipée d'un système d'échappement 4-bac de la marque Corsa Performance, une installation valant environ 1600 $. Il a tenté d'ouvrir la porte du conducteur, mais n'a pas pu car l'aile avant appuyait fortement contre la porte. De plus, la voiture était très basse sur la remorque. Il a donc ouvert la porte du passager pour inspecter l'intérieur du véhicule. La batterie était encore connectée, ce qui signifiait que l'accident n'avait pas été assez violent pour déclencher la coupure automatique d'urgence. Cependant, tous les airbags étaient déployés, ceux du toit, des sièges, du volant et même ceux de la zone des genoux. Il devra donc les remplacer tous. Il a ensuite tenté de démarrer la voiture pour la première fois. Les phares se sont allumés, mais la batterie n'avait pas assez de puissance pour faire tourner le moteur correctement. Elle était presque complètement morte. En consultant le rapport d'accident, il a constaté que les égratignures légères sur la carrosserie pourraient être réparées par la technique PDR, Paintless Dent Repair, sans repeindre aucune partie. Il a aussi découvert que l'ancien propriétaire n'avait possédé la voiture que 5 ou 6 jours avant l'accident, donc il n'a presque pas eu le temps d'en profiter. Il ne savait pas encore s'il pourrait obtenir une garantie auprès de Ford, mais il a branché un chargeur de batterie dans l'espoir de la redémarrer, et ça a marché. Le son du V8 combiné au système d'échappement modifié était absolument incroyable. À première vue, aucun bruit suspect ne provenait du moteur, ce qui laissait penser que celui-ci était intact et n'avait pas été touché par le choc. Bien sûr, la voiture ne pouvait bouger d'1 centimètre car la roue avant ne tournait plus du tout. Le problème ne venait pas de la roue elle-même, mais des bras de suspension avant et arrière qui étaient littéralement détruits. Il utilise un cric pour soulever l'avant de la voiture et finit enfin par ouvrir la porte du conducteur. Ensuite, il ouvre le coffre pour vérifier s'il contient une roue de secours ou quoi que ce soit d'utile, mais il n'y trouve rien.
Il prend alors une clé à écrou endommagée et commence à démonter les boulons de la roue. Certains se sont desserrés facilement, tandis que d'autres nécessitaient un marteau pour être retirés. Une fois la roue démontée, il remarque que l'axe de rotation s'est allongé sous la violence du choc et que le bras de suspension arrière est plié lui aussi. Il démonte complètement cette pièce et la retire du véhicule. Puis il enlève l'aile, derrière laquelle il découvre des bosses et des formations évidentes. Ensuite, il entre dans l'atelier, le vide pour faire de la place à la voiture, puis il sort les nouveaux bras de suspension qu'il avait achetés et les installe à leur emplacement. Cependant, il devait encore remplacer l'axe de rotation car la roue et les freins y sont directement reliés. C'est ce qui permet à la roue de tourner correctement. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'y avait pas de roue de secours avec la Mustang. Il a donc essayé une roue d'une vieille Crown Victoria qu'il possédait, mais elle était trop grande et impossible à installer. Il est alors retourné chercher une roue provenant d'un Ford X150, une roue tout-terrain, qu'il a réussi à monter, mais la voiture ne pouvait pas bouger car la roue frottait contre l'aile. Il a donc décidé de la retirer pour en trouver une autre. Finalement, il a mis la main sur une roue adaptée qu'il avait en réserve, et elle s'est installée avec succès. La roue avant, cependant, n'était pas parfaitement alignée, ce qui était tout à fait normal dans l'état actuel du véhicule. Tout ce dont il avait besoin maintenant, c'était de descendre la voiture de la rampe. Il a commencé à la descendre, mais elle s'est accrochée à une pièce métallique située au bout de la rampe. À ce moment-là, il a utilisé un chariot élévateur pour soulever l'extrémité de la rampe, en plaçant une pièce en bois sous la rampe pour aider à la manœuvre. Et finalement, la voiture est descendue avec succès. Il a ensuite démonté le pare-choc avant, qui comportait plusieurs fissures, afin de vérifier les dégâts intérieurs situés derrière. Il a retiré les supports du radiateur et du condensateur de climatisation, qui eux aussi étaient endommagés. Puis il a sorti le radiateur, et même s'il était tordu et mal positionné, Weston gardait espoir qu'il soit encore réparable. Il a découvert un nouveau problème au niveau du carter d'huile de la transmission, où une petite partie était cassée. C'est à partir de là que les choses ont commencé à se compliquer. Il a remarqué que la poulie du moteur heurtait le châssis de la voiture au niveau de la fixation de la barre stabilisatrice. Ce type de dommage indique clairement que le moteur s'est déplacé de sa position d'origine sous la violence du choc lors de l'accident. Il a alors dressé une liste complète des pièces à acheter pour restaurer la voiture dans son état d'origine. Un pare-choc avant, un capot, une aile, un support supérieur de radiateur neuf, le radiateur lui-même, un nouveau condenseur de climatisation, ainsi que la réparation du point de fixation supérieur de la suspension, le Tower Mount. Bien sûr, il devra aussi remplacer tous les airbags déclenchés, installer de nouveaux supports de fixation et changer les phares. Il est ensuite descendu sous la voiture pour inspecter les dégâts. Il s'attendait à ce que le berceau métallique soutenant le moteur et la boîte de vitesse soit cassé, mais en réalité, le dommage provenait du support moteur côté conducteur qui était brisé en deux. Heureusement, remplacer ce support est beaucoup plus simple que de devoir changer tout le berceau. Weston et son équipe ont alors voyagé jusqu'à Dallas, au Texas, pour acheter une autre Mustang, également rouge, qui avait elle aussi subi des dégâts à l'avant, un châssis tordu, des roues endommagées et des pièces de suspension cassées. Le but de cette voiture était clair, servir de donneuse d'organes pour fournir les pièces nécessaires à la réparation de la GT principale. Le plan consistait à réparer d'abord le châssis de la Mustang accidentée, puis à prélever toutes les pièces avant intactes de la voiture donneuse pour les installer sur l'ancienne afin de la ramener à son état d'origine. C'est alors que Weston a eu une idée un peu folle, utiliser ce qu'il resterait de la voiture donneuse dans un nouveau projet, comme remplacer son moteur par un moteur diesel Cummins 12 valves, un modèle dont il est déjà célèbre sur sa chaîne. Il a alors commencé à prendre les mesures et à les comparer avec celles du compartiment moteur pour voir si le projet serait faisable. Mais toutes les mesures ont montré qu'il serait impossible d'adapter un moteur aussi massif dans cette carrosserie, ce qui l'a poussé à réfléchir à une autre idée de projet alternatif. Il a alors eu l'idée de récupérer le moteur d'origine de la voiture donneuse, un 2.3 EcoBoost, et de l'utiliser pour construire un buggy de sable, qu'on appelle aussi dune buggy. L'une ou l'autre de ces idées pouvait sembler un peu folle, mais Weston n'a jamais nié avoir une imagination audacieuse. S'il décidait d'installer le nouveau moteur diesel dans la nouvelle Mustang, le poids du moteur serait énorme pour la voiture. Mais comme il est connu pour relever des défis extrêmes, il a décidé de tenter l'expérience. Il a commencé par réparer l'avant du véhicule et remplacer les éléments cassés de la suspension, une étape essentielle pour pouvoir ensuite préparer la voiture à accueillir le nouveau moteur. Puis, le vrai travail a commencé.
Le but était de retirer l'ancien moteur d'origine afin de libérer l'espace nécessaire pour le nouveau bloc mécanique. Avec l'aide d'une grue de levage, ils ont soulevé l'ancien moteur et, après de nombreuses tentatives, ils ont réussi à le sortir complètement. C'était une première étape franchie avec succès. L'espace moteur était désormais prêt à accueillir le nouveau monstre mécanique. Le moteur qui allait être installé venait de la société Cummins, une entreprise américaine mondialement connue pour la fabrication de moteurs diesel. Leurs moteurs sont réputés pour être extrêmement puissants et incroyablement résistants. Normalement, ces moteurs sont montés sur des camions lourds, des bus ou des machines industrielles comme des tracteurs ou des engins de chantier. Mais Weston pensait qu'il pouvait parfaitement l'adapter à une Mustang. Le moteur en question pesait plus de 580 kg. Ils ont retiré l'échappement, les essuie-glaces avant et modifié certaines parties de la structure de la voiture. Puis, ils ont installé le moteur avec la boîte de vitesse et après de nombreux ajustements, miracle, il s'est bien fixé à sa place. Le carter d'huile et la boîte de vitesse sont entrés sans tout problème, ce qui était une bonne surprise. Cependant, les supports moteurs d'origine de la Mustang ne pouvaient évidemment pas supporter un moteur aussi massif. Weston allait donc fabriquer lui-même de nouveaux supports pour le moteur et pour la boîte de vitesse afin de les fixer solidement et en toute sécurité. Ils ont ensuite ouvert une grande caisse envoyée par une société appelée Power Driven Diesel, contenant pour environ 100 000 $ de pièces détachées destinées à ce projet. Ces pièces comprenaient une nouvelle culasse, ainsi que de l'huile spécifique, et des injecteurs, des ressorts de suspension et d'autres composants essentiels pour mener à bien cette conversion spectaculaire. Weston a décidé de retirer à nouveau le moteur qu'il avait installé temporairement, afin de monter toutes les nouvelles pièces qui venaient d'arriver. Une fois cette étape terminée, il comptait peindre le moteur avant de le réinstaller définitivement. Ils ont ensuite installé une nouvelle pièce métallique appelée Crossmember sous la voiture. Son rôle était de renforcer la fixation de la boîte de vitesse. Cette pièce a été fabriquée sur mesure puisqu'elle n'existait pas en version prête à l'emploi. Et une fois montée, elle a permis d'aligner parfaitement la boîte de vitesse, ce qui est essentiel pour un bon fonctionnement mécanique. Weston a ensuite pris une bombe de peinture noire et a pulvérisé le moteur entier pour lui donner l'apparence d'un moteur neuf. La boîte de vitesse, quant à elle, était robuste et conçue pour supporter la puissance du moteur diesel. Il a aussi fabriqué de nouveaux supports moteurs sur mesure, intégrant des éléments en caoutchouc afin d'absorber les fortes vibrations. Tout était désormais prêt. Ils ont utilisé le pont élévateur pour réinsérer le moteur dans le châssis, puis ont reconnecté les conduites de carburant et le système d'échappement. Il ne restait plus qu'à tenter le premier démarrage. Lorsque le moteur a démarré, le bruit était assourdissant, typique des moteurs diesel puissants, et comme toujours, une énorme fumée noire a envahi tout l'atelier. Mais bien sûr, rien n'allait être simple. Plusieurs ajustements restaient à faire et de nouveaux défis allaient se présenter. Le premier concernait l'arbre de transmission, le drive shaft. Celui d'origine, conçu pour la Mustang classique, était trop fragile pour supporter la puissance colossale du moteur diesel. Il fallait donc le remplacer par un arbre de transmission renforcé, fabriqué sur mesure pour ce moteur. Pour assurer un montage parfait, une pièce spécifique devait être installée au niveau du différentiel arrière. Un travail délicat et précis, car le moindre mauvais alignement aurait pu provoquer de graves vibrations ou des dommages mécaniques. Le système de refroidissement d'origine devait lui aussi être remplacé, car il était insuffisant pour un moteur aussi massif. Ils ont donc installé un nouveau radiateur et un intercooleur beaucoup plus grand que ceux d'origine. Pour accueillir ces nouveaux éléments, il a fallu fabriquer une structure de support entièrement nouvelle, spécialement conçue pour ce système de refroidissement surdimensionné. Comme tu peux l'imaginer, cette opération a demandé beaucoup de temps et effort, mais le résultat final était parfaitement ajusté. Un travail de précision impressionnant, fidèle au style audacieux de Weston Champlin. En plein milieu du travail, ils ont essayé de modifier une pièce à l'aide du chalumeau, mais ils n'ont pas réussi, et la pièce s'est abîmée. Ils ont donc été obligés d'arrêter le travail pour la journée. Le pire, c'est que l'électricité a été coupée dans tout l'atelier, ce qui les a empêchés d'utiliser la machine à souder ou tout autre outil électrique. Ils ont donc reporté les travaux jusqu'à ce que le problème d'électricité soit résolu. Le lendemain, la première chose qu'ils ont faite a été de concevoir le tableau de bord de la voiture. Ce panneau ne devait pas seulement contenir quelques boutons, mais servir de véritable centre de commande principal pour tout le projet. Ils ont pris une plaque métallique sur laquelle ils allaient fixer les interrupteurs essentiels, comme le bouton de contact et le bouton de démarrage du moteur. Ils ont aussi prévu des emplacements supplémentaires pour d'autres interrupteurs qui pourraient être utiles plus tard.
La conception de ce tableau de bord était une étape cruciale, car elle devait donner à la voiture un aspect moderne et fonctionnel à la fois. La partie la plus difficile de la journée a été la fabrication du support du radiateur. Ils devaient le construire entièrement à partir de zéro. La dernière fois, la panne de courant les avait empêchés de terminer, alors ils ont découpé et soudé à nouveau les pièces métalliques. Mais là encore, un autre problème est survenu. Weston avait oublié d'ouvrir le gaz de la machine à souder. À cause de cette erreur, les soudures étaient fragiles et défectueuses et ils ont dû tout démonter et recommencer depuis le début. Cette mésaventure leur a fait perdre beaucoup de temps, mais de toute façon, le travail n'était pas simple du tout. Finalement, ils ont corrigé l'erreur et réussi à fabriquer correctement le nouveau support. Celui-ci ne servait pas seulement à maintenir le radiateur et l'intercooleur, mais aussi à renforcer l'avant du châssis, le rendant plus rigide et plus solide. La dernière tâche de la journée concernait l'arbre de transmission, drive shaft. Après l'avoir reçu et préparé la fois précédente, il était temps de l'installer dans la voiture. Ils ont mesuré chaque élément au millimètre près afin que l'arbre s'aligne parfaitement, car la moindre erreur de dimension aurait pu endommager toute la mécanique. Enfin, ils se sont concentrés sur le câblage électrique, une opération parmi les plus complexes et les plus longues du projet. Ils devaient raccorder soigneusement tous les fils du moteur, ceux de la pompe à carburant, du démarreur et même du compresseur d'air. Un travail de précision qui leur a pris plusieurs heures, mais indispensable pour que tout fonctionne parfaitement. La clé d'origine de la voiture était cassée, ce qui faisait qu'ils ne pouvaient pas démarrer le calculateur électronique d'origine. Ils ont donc décidé d'utiliser le panneau de commande temporaire qu'ils avaient fabriqué pour faire fonctionner la voiture. Le travail sur le câblage électrique nécessitait une concentration extrême, car la moindre erreur pouvait endommager d'autres composants. Une fois la partie électrique terminée, ils sont passés à l'installation du nouveau levier de vitesse qui devait contrôler la boîte de vitesse. Il a fallu faire quelques ajustements pour qu'il s'adapte parfaitement. Ils ont aussi dû modifier le carter d'huile et le support de la boîte de vitesse afin que toutes les pièces s'alignent correctement. Toutes ces modifications étaient indispensables pour que le système de transmission fonctionne de manière fluide et précise. La dernière étape de la préparation consistait à installer le système de refroidissement. Ils ont dû monter un refroidisseur pour la boîte de vitesse, le radiateur et l'intercooleur afin de s'assurer que le moteur Cummins, extrêmement puissant, reste toujours à une température stable et n'entre pas en surchauffe. Les tuyaux d'eau et les raccords n'étaient pas parfaitement ajustés au début, mais ils ont finalement réussi à les adapter correctement. Chaque étape de ce projet était un véritable défi, mais Weston restait incroyablement enthousiaste à l'idée de voir le résultat final. Il a ensuite versé l'huile moteur, puis a tenté de le démarrer, et cette fois le moteur s'est mis à tourner normalement. Il a même fait un essai de conduite et la voiture s'est déplacée avec une fluidité impressionnante. L'étape suivante consistait à installer la pédale d'accélérateur. Sur la Mustang d'origine, la pédale était électronique. En appuyant dessus, un capteur détecte la pression exercée par le pied et envoie un signal au calculateur qui, à son tour, commande l'ouverture du papillon à gaz, selon un certain pourcentage. Mais ici, ils ont décidé de supprimer complètement la pédale électronique et de la remplacer par une pédale mécanique. Le principe est plus simple. Quand on appuie dessus, un câble métallique relié au papillon à gaz se tend, et plus on appuie, plus le papillon s'ouvre, laissant entrer davantage d'air et de carburant dans le moteur. Ils ont récupéré cette pédale mécanique sur un camion Dodge, puis l'ont modifiée pour qu'elle s'adapte parfaitement à la Mustang. Il a terminé l'installation de la pédale mécanique et a réussi à le monter sans problème. Une étape nécessaire puisque ce moteur exige une commande d'accélérateur mécanique pour fonctionner correctement. Il a mis le véhicule en marche pour l'essai réel. Après le premier tour de moteur, il a constaté une fuite importante. Une durite en plastique était ramollie par la température très élevée du moteur. Il s'agissait d'une durite PVC ordinaire, non prévue pour des températures aussi élevées. Le liquide qui s'échappait de cette durite provenait à l'origine de vapeur d'huile et de gaz sortant du carter. Quand la vapeur, très chaude, est sortie de la durite et a rencontré l'air plus froid, elle s'est condensée immédiatement en ce liquide visible. Malgré ce problème, Weston était très satisfait des performances générales de la voiture. Le système de suspension pneumatique supportait parfaitement le point important du moteur, la direction assistée électrique fonctionnait idéalement et les freins répondaient bien. La réparation de cette durite était simple.
Et heureusement, le problème est survenu près de l'atelier, ce qui lui a permis de revenir rapidement pour régler ça. Ils ont remplacé la durite défectueuse par une durite neuve du même type, mais cette fois-ci soudée, assemblée, fixée, de façon plus robuste pour résister à la chaleur. Ensuite, ils ont réalisé un test pour s'assurer qu'il n'y ait plus aucune fuite, un contrôle crucial pour éviter une réapparition du même incident. Ils sont ensuite partis à Wichita pour acheter pneus et jantes neufs, car les anciens pneus étaient en mauvais état et inutilisables. Une fois montés, l'apparence de la voiture s'est nettement améliorée. Ils ont refait un essai routier. Cette fois, le moteur dégageait beaucoup de fumée, ce qui est normal pour un gros diesel, et le bruit était très prononcé, caractéristique attendue d'un échappement massif sur ce type de moteur. L'idée de voir un tel moteur dans une Ford Mustang restait vraiment folle, inédite pour beaucoup. Un deuxième petit souci est apparu, une fuite d'huile légère au niveau d'un injecteur diesel. Le problème était mineur, il suffisait de resserrer l'injecteur et il a été corrigé rapidement. Tous les problèmes apparus jusque-là étaient mineurs, rien de grave empêchant la voiture d'être prête à rouler normalement sur la route. Même s'il devait y avoir un petit souci plus tard, ce serait facile à gérer. Il est retourné à l'atelier pour résoudre définitivement la fuite de l'injecteur. Ils l'ont resserré correctement et le problème semblait réglé. Il est ensuite sorti pour laver la voiture, mais sur le chemin du retour, il a remarqué que le même injecteur fuyait à nouveau. Il est donc rentré en urgence à l'atelier pour trouver une solution définitive. On pouvait sentir une certaine frustration chez lui, ce qui est normal pour un projet aussi ambitieux, long et complexe. Il a remplacé une petite pièce en cuivre située à l'intérieur de l'injecteur, pensant que c'était la cause du problème depuis le début. Après ce changement, il a repris la route pour tester la voiture sur une vingtaine de kilomètres, histoire de vérifier qu'aucune fuite ou panne ne réapparaisse. Jusqu'à présent, la Mustang roulait parfaitement bien, avec une direction stable et droite, preuve que le travail sur les supports moteurs était parfaitement aligné. Il a même fait un burn-out pour tester la puissance du moteur. Le couple était incroyablement fort, une vraie bête de course. Une nouvelle étape du projet a alors commencé, la rénovation du design avant de la voiture. Il a ouvert un carton contenant des nouvelles pièces de GT500, sorti le pare-choc avant et essayé de le monter. L'ajustement n'était pas simple et demandait du temps puisque ce n'était pas la pièce d'origine de cette Mustang. Malgré cela, il était impatient de voir le résultat final, surtout avec le gros radiateur visible derrière le pare-choc. L'objectif de tout ce travail sur la face avant était de transformer la voiture en version GT500, pour lui donner un aspect bien plus impressionnant que celui du modèle d'origine. Il a également installé un nouvel ensemble de compteurs, non seulement pour l'esthétique, mais aussi pour surveiller les performances du moteur, pression d'huile, température, débit d'air, etc. Sur une voiture aussi puissante, ces instruments sont indispensables. Ensuite, il a décidé de remplacer la traverse du radiateur par une version d'origine Ford, plus légère et surtout parfaitement compatible avec le pare-choc GT500. Il a ouvert d'autres boîtes contenant le kit carrosserie complet. Il a monté l'aile frein droite, puis la gauche, installé les phares et s'est assuré qu'ils fonctionnaient parfaitement. Enfin, il a fixé le pare-choc avant et toutes les pièces se sont assemblées solidement, sans aucune difficulté. Tout s'est passé exactement comme prévu. Avec le temps, ce projet n'était plus simplement une restauration mécanique, mais une véritable création personnelle. Son objectif était désormais clair, rendre la voiture prête à participer à la course Race Week. Et c'est ainsi que se termine la vidéo du jour. À bientôt!